I said, first of all, I don't think I found in the history of my study, I never heard of a man chopping his own shit off. This shit is biblical. Il est entré dans la cuisine, l'ambiance était feutrée, tout le monde dansait, les gens étaient en train de tout donner. D'un coup, il a récupéré un couteau, il a descendu son pantalon et bam, bam, bam. Bon, c'est vrai, oui, le coup n'était pas totalement sexe, mais moi, je suis pas expert en coupage de... Voilà, quoi, je suis pas expert en coupage d'appareils génitaux parce que, chez moi, tout est bon, quoi. Bref, bonjour, c'est Steven Music Feelings et je suis content de vous retrouver cette semaine parce qu'on va revenir sur une histoire assez particulière. C'est presque la suite de l'histoire la semaine dernière. C'est notre moment Halloween. On va revenir sur l'histoire du rappeur qui s'était coupé son propre... Zizi. Oui, 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 oui. C'est une histoire qui, à l'époque, a choqué pas mal de monde. Elle a fait la une de tous les médias, TMZ, BBC, la télévision américaine. Tout le monde en a parlé, alors que la personne en elle-même n'était pas hyper connue, même si elle est affiliée à l'un des plus grands groupes de rap de l'histoire de la musique. Oui, c'était l'un des protégés du Wu-Tang Clan, et ce petit événement a donné lieu à la fameuse blague Oh, Wu-Tang, bang! Wu-Tang bang. Bref, on peut en rigoler, mais ce n'est pas vraiment drôle. Et surtout, en fait, c'est une histoire tragique qui nous instruit sur beaucoup de choses dans le monde du hip-hop. Parce que bien sûr, dans cette vidéo, nous allons essayer de savoir pourquoi est-ce que le rappeur Chris Bearer, qui avait sa petite carrière, qui faisait ses shows par-ci par-là, a fini par commettre un tel geste juste avant de se jeter du deuxième étage d'un immeuble. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à souscrire à la chaîne et à vous abonner au Tipeee. Et on va commencer, quoi. Le Wu-Tang Clan est un des groupes de rap les plus marquants de l'histoire du rap américain. C'est un groupe de rap hardcore, on y retrouve des personnages comme Method Man, ODB, Ghostface Killah, ou encore Master Killah, ou encore Giza, et bien sûr RZA, qui est un homme absolument brillant et qui reste toujours au niveau de la vision, l'une des pièces maîtresses de la formation. Sans avoir énormément de tubes mainstream à la Ja Rule ou alors à la Nelly, parce que ce n'est pas leur but, ils ont réussi à avoir un socle, une crédibilité, avec des albums comme Enter the Who ou encore Wu-Tang Forever, c'est-à-dire que leur crédibilité n'est plus à faire, et donc au début des années 2000, RZA notamment va se décider à lancer le label Wu-Tang Clan. Dans ce label Wu-Tang Clan, on signe plusieurs nouveaux talents et on va notamment signer un groupe qui s'appelle North Star. Ce groupe est composé de deux membres, Miko de Pharaoh et Chris Bearer. Ce sont des gars de l'Ouest américain. RZA, lui, vient de l'Est américain, mais il se dit qu'il veut leur faire confiance. C'est le Hood et ils portent dans leur premier album avec des singles comme celui-ci. Le disque ne va pas faire grand bruit, c'est l'époque où RZA se fait appeler Bobby Digital, la promo n'est pas ouf, mais malgré tout, ils ont donc l'aval de Wu-Tang Clan, ils commencent à faire des shows et ils commencent donc à avoir une petite notoriété dans la rue. Ce qui veut dire que d'un coup, Chris Bearer, qui est un garçon qui n'avait rien, et son ami, ils vont commencer à avoir de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire des shows où ils vont gagner quasiment $1000 par jour ou $1000 par semaine. C'était totalement exceptionnel pour eux, cette nouvelle vie, cette notoriété. Donc il va se dire quoi? Il va se dire qu'il faut en profiter en fait. C'est un gamin qui n'a pas connu son père, qui a vécu dans une famille extrêmement pauvre, et quand il commence à avoir de l'argent, il veut faire la fête, il veut goûter à la farine, il veut tout vivre. Les années passent et il commence donc à être un des artistes montants de cette scène plus ou moins hood, cette scène plus ou moins ghetto. Il a l'aval de Wu-Tang Clan et ça fait passer les shows, ça fait entrer dans pas mal de salles. Donc il vit plutôt bien et il commence à se dire que peut-être il peut établir une carrière dans le rap. Sauf que là, sa mère tombe malade. La détresse de sa mère est extrêmement dure pour lui et elle va donc finir par décéder, ce qui va être un des événements qui va totalement changer sa vie. Il raconte qu'il n'allait pas très bien, qu'il était en dépression, mais qu'il ne savait même pas ce que c'était que la dépression. Donc de fait, il était
était totalement perdu et il s'est dit quoi? Il s'est dit qu'il faut qu'il fonde sa propre famille. Donc il a rencontré une femme et il a fait son premier enfant. Ce mal-être profond qu'il ressentait n'a pas été calmé par la naissance de ce premier enfant. Il était toujours violent au point où sa copine va avoir une ordonnance restrictive contre lui. Il ne pouvait plus approcher de sa femme de l'époque ni de leur enfant. Du coup, il s'est dit quoi? Qu'est-ce que vous auriez dit à sa place? Vous alliez réfléchir, trouver une solution, faire un travail sur vous-même, c'est ça? Bah non, lui il s'est dit, je vais en trouver une autre. Une de perdue, 10 de retrouvée, et il en a trouvé une autre. Ça aurait pu être là la fin de l'histoire ou alors le début du grand bonheur. À savoir que là encore une fois, ils vont avoir un enfant qu'il voulait, une autre fille, mais ça ne va pas arranger son état. Il va continuer à être très bizarre, à ressentir un mal-être et il va de plus en plus plonger dans de nombreuses drogues, dans de nombreuses farines. Ses narines vont devenir une espèce de magasin de crêpes, de pancakes. Il va tout savoir faire. Et qu'est-ce qui va se passer? Sa deuxième femme va elle aussi vouloir prendre ses distances et lui interdire de voir leur enfant. Mais dans le même temps, il n'avait pas encore totalement abandonné sa carrière de rappeur. C'était toujours les shows qui lui rapportaient plus ou moins de l'argent. Donc il kickait par-ci par-là. Il jouait toujours du truc Wu-Tang Clan, même s'il n'était plus totalement affilié. Il était invité dans pas mal de soirées dans le ghetto. The truth never fall. Yo, I'm never growing old. I'm damn hot. I'm never going cold. Et un jour, alors qu'il a une de ces soirées-là, il se met en pleine crêperie. C'est-à-dire qu'il prend farine, œufs, crêpes, il prend tout et n'importe quoi. Et en plus, qu'est-ce qu'il ressent? Il ressent le fait d'avoir raté sa vie. Pas d'avoir raté sa vie de rappeur, mais il trouve que lui, qui n'a pas connu son père, s'était promis d'être là pour ses enfants. Et à l'heure où il parle, à l'heure où se passe cette soirée-là, il n'a même pas été capable d'être un père valable pour ses deux enfants parce qu'il a une ordonnance restrictive et qu'il ne peut voir aucun de ses deux enfants. C'est-à-dire que ça le traumatise. Et alors que la soirée se passe plutôt bien, tout le monde est en train de danser là, il met du Sophie Elix Store. Regardez, vous avez commencé à kiffer. On a dit soirée dans le ghetto. Vous pensez qu'on va mettre Sophie Elix Store dans le ghetto? Hein? Ils sont en train de kiffer Murder on the Dance Floor. Bref, tout le monde est en train de kiffer, tout le monde est en train de s'amuser. Et les effets des différentes farines et de son histoire personnelle commencent à monter dans la tête de Craig. Il n'en peut plus. Et d'un coup, alors qu'il est entouré par pas mal de gens, il court et il va dans la cuisine. Dans sa tête, il n'y a qu'une seule chose. Il a été un père minable. Il ne veut plus pouvoir être un aussi mauvais père. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut s'auto-pratiquer une vasectomie. Il entre dans la cuisine alors que tout le monde est en train de danser. Il ouvre un tiroir, il descend son pantalon, il prend un couteau et d'un coup sec et mesuré, il va créer le Wu-Tang Bang. Et c'est à ce moment-là dans la soirée qu'ils ont mis le fameux tube de Michael Jackson, Susie got your number, Blood on the Dance Floor. Oui, je vais brûler en enfer, je sais. Bref, il a encore le couteau dans les mains. La scène choque plusieurs de ses amis qui sont autour de lui. Certains commencent même à appeler la police. Mais alors que le sang coule à flot et que tout le monde est plus ou moins choqué, lui ne ressent rien. Il ne ressent tellement rien que il va prendre ses deux jambes, il va se mettre à courir, il va arriver sur le balcon. Et qu'est-ce qu'il va faire? Nous sommes au 2e étage, il va nous faire une chime. Je vole. Comprenez bien, je vole. La scène est absolument tragique. La police arrive sur les lieux qui sont absolument immaculés de sang. On le récupère, mais Dieu merci, il est vivant. C'est-à-dire qu'il a survécu à cette chute-là. Bien sûr, il n'a plus qu'une partie de son pénis, mais les médecins vont réussir à le sauver. L'affaire va bien sûr faire la une des médias américains. Tout le monde va en parler, y compris Charlemagne dans le Breakfast Club, et tout le monde va se moquer de lui. Affiliate, I don't know what your life was like before, but I guarantee it was better than it is now. I don't want to speak that into existence, but I'm just saying you will never experience one poom poom ever again. Matter of fact, I got a good one. What? We're gonna call him the Method Man. Il va devenir une sorte de blague. On va poser la question plusieurs fois à RZA. Est-ce que tu voudrais retravailler avec lui? Est-ce que tu es prêt à relancer sa carrière? Mais clairement, son image était totalement détruite. Mais ce qui est d'hyper intéressant dans cette histoire, c'est que lui-même, quand il va s'en sortir, va venir raconter, il va expliquer que c'était la drogue PCP, la même drogue que Houston. Et surtout, il va dire qu'il a eu l'habitude toute sa vie d'en prendre. Pourquoi? Parce que c'était normal dans son entourage en fait. Personne ne lui a jamais dit qu'il ne fallait pas prendre de PCP. Personne ne lui a jamais dit que c'était vraiment dangereux. Et comme les gens ont eu l'habitude d'en prendre, lui il en prenait. Et ce jour-là, il a juste fait un mix un peu trop corsé. Mais globalement, ça a toujours été son habitude d'en prendre. You were high off PCP. Right. And meth. And meth and Molly. And Molly. And alcohol. And alcohol. And no sleep. And yeah, and no sleep. Au début, aux yeux du public, il va paraître un peu antipathique parce qu'il va dire qu'il est plutôt fier d'avoir coupé son zizi. Lui, il vit une vie de rockstar, il ne vit pas la vie des êtres normaux dont c'est normal qu'il y ait certains excès. A lot of rappers, but I had a lot of things going on in my life, and the main thing I think it was that I wasn't allowed to see my family because I live a superstar life. Although
everybody just had the introduction to me internationally on a worldwide scale. But I've been doing this, my fans who know me since day one. Et avec le temps, il va commencer à prendre du recul sur sa propre histoire et il va en sortir deux choses hyper intéressantes. La première, c'est la critique de la dépression et du comment elle est analysée dans certains milieux noirs et surtout dans le milieu du hip-hop. Il va expliquer que quand sa mère est morte, il est tombé en dépression, que tout ce qui s'est passé là, la manière dont il voulait aborder les femmes, la manière dont il se comportait avec elles, c'est parce qu'il était en dépression, mais qu'il ne savait même pas ce que c'était en fait. Le fait qu'il ait plongé autant dans la drogue, c'est parce qu'autour de lui, quand on dit qu'on est en dépression, on lui dit non, mais c'est pas grave, fume ça, bois ça. Et comme il y a cet environnement très macho, il n'a même pas pu se rendre compte lui-même qu'il était véritablement dans une dépression et qu'il avait besoin d'aide. Parce que dans son entourage, on ne demande pas d'aide. Tout le monde est fort. Quand on perd quelqu'un, on ne pleure pas parce qu'il ne faut même pas s'autoriser à pleurer. Donc quand sa mère est morte, il n'a même pas réussi à pleurer et que c'est tout ça qu'il a gardé au fond de lui et qu'il consolait à travers les drogues qui ont fini par faire qu'il en arrive là. I was like, me? Depressed? Never. Because I never cried when mother passed away, you know what I mean? In my neighborhood, depression is like, you know, crying at a Bambi movie and shit. You don't tell nobody you're depressed and shit. When we have mental health issues, we turn to drugs. La deuxième chose qu'il va dire et qui est très intéressante, c'est une critique à demi-mot de la scène actuelle. Parce qu'il va dire, et vous et moi, nous sommes plutôt d'accord, que la plupart des rappeurs actuels vantent la drogue. Au début du gros hip-hop mainstream, on avait plutôt des rappeurs qui étaient contre l'usage de drogue. Ensuite, on a eu des rappeurs qui étaient donc des dealers de drogue. Et maintenant, on a beaucoup de rappeurs qui sont des consommateurs et qui ne s'en cachent pas en fait. Par exemple, la ligne, tous les jeunes rappeurs se vendent de la consommer. C'est pour ça que ça leur donne ce flow un peu lent. Et son histoire nous permet de critiquer ça de manière très à droite. Parce qu'effectivement, tout le monde tolère ça. Parce que c'est cool. Alors qu'en réalité, ces gamins-là peuvent cacher certaines dépressions. Mais ils ne le montrent pas. Ils le mettent dans la drogue. Et comme ça marche bien dans les chansons, ça passe sous silence. Lui, au moins, a eu la chance de s'en sortir et de retrouver sa femme. Puis elle est revenue. I have my wife and my daughter Lana. She's by my side. Every morning I wake up, I'm teaching her the ABCs, 1, 2, 3s of life. Et pour ceux qui se posent la question, non, on n'a pas pu réattacher son pénis, c'était trop tard, donc de fait, il n'a pas pu retrouver la partie de son pénis qu'il a coupé lui-même. Mais il a expliqué que sa femme et lui réussissent à trouver leur plaisir comme ils peuvent, et tant mieux pour eux. Mais ce qui est surtout très intéressant dans cette histoire, et c'est pour ça que j'ai tenu à vous la raconter suite à celle de Houston, parce qu'à la base, j'avais prévu de faire une vidéo pour les deux, mais je me suis dit, je vais faire celle sur Houston, et après, je vais faire celle sur Chris. Ce qui est intéressant, c'est la première chose, en fait. Ce côté où il nous instruit sur les maladies mentales, notamment dans la communauté hip-hop et dans la communauté noire. Parce qu'il dit que dans la communauté noire dans laquelle il a grandi, c'était quasiment impossible de parler de maladie mentale et encore moins de dépression parce qu'on ne te prend pas au sérieux en fait. On se dit que tu es faible, que tu exagères alors que tu peux vraiment en avoir besoin. Et lui, il estime que quand il a vu un psychologue, sa vie a totalement changé. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est bien sûr sur le monde du hip-hop où on glorifie la drogue. Et c'est bien qu'il dise de lui-même qu'il sait que c'est le PCP et c'est pas des forces ésotériques comme certains nous ont expliqué avec Houston. Non, c'est vrai qu'il y a des drogues qui peuvent te rendre complètement dingue, on le voit, qui peuvent faire en sorte que tu coupes ton pénis ou alors que tu te crèves un œil. Ça ne vient pas forcément de l'extérieur et ça vient aussi de notre manière de voir le monde du hip-hop, de voir le showbiz de manière générale. C'est pour ça que le fait qu'ils disent que le PCP est à l'origine de ce qui m'est arrivé, c'est bien en fait. C'est bien parce que tous les autres rappeurs là qu'on voit chaque jour parler de lean et de multiples drogues sont des gens qui ont forcément des problèmes. Mais comme ça marche très bien, tant qu'ils ne se coupent pas le pénis ou qu'ils ne meurent pas, et quand ils vont mourir, on va dire paix à leur âme et ce genre de choses, on n'arrive pas à réaliser, on n'arrive pas à comprendre que c'est un problème sérieux. D'ailleurs, on voit que Charlemagne et plusieurs autres DJ américains se moquaient de lui au lieu d'essayer de comprendre pourquoi il en était arrivé là. Pas forcément pour lui, mais parce que ça peut servir de leçon à d'autres jeunes rappeurs afin qu'ils évitent les mêmes travers. Bref, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui revenait donc sur l'histoire du rappeur qui s'est coupé la bite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que là c'était notre deuxième partie pour Halloween, mais nous allons avoir un troisième volet qui sera plus analytique. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette histoire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de RZA, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Chris, de ce qu'il a vécu, de comment il l'a vécu. Est-ce que vous comprenez la douleur du truc? Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place après ça? Est-ce que si vous étiez sa femme, vous seriez revenu après ça? Parce que sa femme à lui, elle est revenue en fait. Elle est toujours avec lui. Dites-moi tout dans les commentaires. Comment vous ressentez cette histoire aussi par rapport à Houston? Ceux qui nous disaient la semaine dernière que Houston, c'est forcément les Illuminati, comment voyez-vous l'histoire de Houston après l'histoire de Chris, sachant que les deux ont pris la même drogue? Dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Wu-Tang Bang! Wu-Tang Bang! Tu es là tous les dimanches, donc abonne-toi à la chaîne.